Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple me demande un troisième mandat, j'accepterai. Ces deux bouts de phrases prononcés le 6 mai dernier par le président congolais Félix Tshisekedi à l'occasion d'une conférence de presse à Kinshasa lèvent le doute et dissipent tout suspense, si suspense il y avait, quant à ce qu'il pense d'un éventuel troisième mandat. C'est donc désormais sûr, le président Félix Tshisekedi de la RDC est prêt pour un troisième mandat. Mais dans quelles conditions, avec quelle facilité et surtout quels sont les obstacles possibles à un troisième mandat pour le président congolais? 4 invités avec moi pour en parler. Manis Ienda, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, chercheur en droit public, conférencier, un grand soutien. Êtes-vous du président congolais Félix Tshisekedi, membre de l'USN, Union sacrée de la nation? Vous êtes également auteur du livre Mon regard vers la commune. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre de la question d'un troisième mandat dans votre pays. Papito Chamala, vous êtes le secrétaire exécutif de l'USN, section France. Et vous aussi, vous êtes un soutien, un grand défenseur du président congolais Félix Tshisekedi, de son bilan, et vous êtes totalement engagé dans la réflexion pour un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi. Mais comment comptez-vous l'obtenir? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mbamou, vous êtes le président fédéral de la MOUCA section France. C'est une plateforme de l'opposition congolaise présidée par l'opposant Martin et Fayoulou. Vous êtes par ailleurs le secrétaire exécutif de l'ECID, engagement de la citoyenneté. Engagement pour la citoyenneté et le développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vent debout contre toute modification de la Constitution, tout changement. Et je voudrais rajouter aussi de la Constitution. Je travaille comme chargé d'affaires au service patrimoine, ingénierie et études dans un grand groupe, le groupe NG. Donc la RDC aura besoin de ces dignes enfants. Absolument. Pour rehausser le blason qu'elle a perdu depuis des décennies. Ah bon, vous pensez que votre pays a perdu donc son blason, mais on va en parler au cours de cette émission. Merci, je l'ai dit, vous êtes opposé à tout changement de constitution, donc à tout troisième mandat. À un éventuel troisième mandat pour le président congolais, mais on en parle. On en parle au cours de cette émission. Et la question du troisième mandat n'est pas que politique, elle est aussi une question de droit. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. C'est donc à juste titre que je vous ai invité. Est-ce que l'article 220, du moins, quelles sont les possibilités qu'offre l'article 220 de la Constitution congolaise par rapport à la question d'un troisième mandat? On en parle au cours de cette émission. Merci, maître. Merci, mon cher Richard. D'avoir accepté notre invitation. On commence par vous, monsieur Ienda. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Kinshasa. Commençons par le bout. Comment comptez-vous obtenir le troisième mandat dans votre pays, la RDC? D'abord, il faut savoir que la République démocratique du Congo, c'est un pays à vocation démocratique. La démocratie est notre identité. On l'appelle la République démocratique du Congo. Rien qu'à regarder la trajectoire historique de notre pays, d'où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui, nous avons obtenu pas mal d'acquis. En termes de démocratie, nous avons déjà organisé à 4 reprises les élections. L'alternance démocratique est un acquis que nous sauvegardons à bon escient. La liberté d'expression, la liberté de point de vue de tout un chacun. L'opposition politique est consacrée dans la constitution de notre pays avec un répondant juridique, la loi portant statut de l'opposition politique. Et donc, la RDC est un pays qui met le peuple au cœur de tous les enjeux politiques. Mais parce que vous parlez de la démocratie et du mandat.
Dans un contexte démocratique, le peuple est un dieu. Seul pouvoir qui exprime sa divinité pour léguer le pouvoir à tous les organes de l'État. D'accord, on va être concret dans cette émission, monsieur Yenda. Le président dit, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Comment doit-on s'imaginer l'expression de la volonté du peuple qui voudrait que le président ait un troisième mandat? Comment on doit s'imaginer? Quand il dit, si le peuple veut, ça va se passer comment? Par des manifestations populaires? Comment se l'imaginer? Je vous ai dit que dans un contexte démocratique, le peuple est un dieu. Ça, on a compris. C'est lui qui a donné le mandat au président de la République. Oui. Et si ce peuple, en raison de la théorie de l'acte contraire, décide de donner au président de la République, au nom du salut du peuple, un mandat de plus, qui êtes-vous pour interdire à ces peuples qui, du reste, rêvaient son statut de souverain primaire? D'accord. Et donc, c'est au peuple de se décider, dans un contexte démocratique, sur le sort du président de la République. Et le peuple est un souverain primaire, est un pouvoir absolu si le peuple se décide. Je pense qu'il n'y a pas de débat autour de ça. De façon concrète, vous pouvez apporter d'autres éléments de réponse par rapport à ma question. On ne va pas faire un référendum pour demander aux Congolais, est-ce que vous voulez que le président ait un troisième mandat, n'est-ce pas? Parce que quand le président dit, si le peuple veut que je fasse un troisième mandat, j'accepterai. Comment on doit comprendre ça? Comment le peuple va-t-il vouloir qu'il fasse un troisième mandat? Tout est clair et signifié par Maître Yannick. Manix, je peux dire. Le président l'a bien signifié, tout le monde a vu. Il a demandé, il a dit que si le peuple le veut, il le fera. C'est clair. Pourquoi? Parce que dans la constitution actuelle que nous avons, l'article 5 le dit très bien. La souveraineté du pays émane du peuple. Monsieur, vous ne comprenez pas ma question? C'est quoi la question? Mais je vous ai dit, le président dit qu'il accepterait de faire un troisième mandat si le peuple congolais le veut. Exactement. C'est ça, c'est l'article 5 de la Constitution, en fait. Qui dit quoi? Qui lui confère cela. Il dit, lui, il va oui, se mais remettre... sauf qu'il ne peut pas être candidat. Là, avec la Constitution actuelle, il ne peut pas être candidat en 2028. Bien sûr. C'est clair. C'est clair qu'il ne sera pas candidat. Là-dessus. Non. Si on s'en tient à la Constitution actuelle, il ne peut pas être candidat en 2028. Exactement. Alors, par quelle alchimie? Dans la même Constitution, c'est écrit, les pouvoirs émanent du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui l'exerce. Nous sommes dans une situation où le pays traverse des moments de turbulence. Environ 2 ans, 3 ans que les présidents n'arrivent pas à bien gouverner son pays. Pourquoi? Parce que l'autre côté de l'Est, on est en train d'égorger tous les jours les Congolais. Qu'est-ce que ça a à voir avec un troisième mandat? Non, c'est lui qui est en train de gouverner, en fait. Oui. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps même d'organiser. Même des élections que vous êtes en train de parler là, il faut les organiser. Si dans quelques mois, il faut que les élections puissent être tenues. Mais jusque-là, nous sommes en train d'abord de nous occuper de la guerre à l'est du Congo. C'est dans cette optique-là, aujourd'hui, c'est la question. Déjà là, il faut bien comprendre. C'est une question qui a été posée par les journalistes. Est-ce que les peuples sont en train de réclamer que vous puissiez faire le troisième mandat? Comment un peuple réclame-t-il un troisième mandat? Ça se va partout. Moi, je suis un peuple, je suis là. Je suis en train de demander à ceux que cette constitution-là soit touchée pour qu'à ceux que nous puissions avoir une nouvelle constitution qui ressemble. Au fond, je n'ai pas la réponse. Qui ressemble. Non. Vous demandez à ce que le président demande au peuple. Il a dit que non, il va se remettre au peuple. Non, il dit si... Bon, alors, on va avancer. Pas de problème, on va avancer. On a bien compris. Monsieur Patrick Mbamou, chez vous, c'est une question taboue. Il ne faut pas du tout parler d'un troisième mandat. Le mandat du président de la République finit en 2028. Il faut qu'il s'en aille. Chez vous, la question ne doit pas se poser. Merci. C'est ça? Merci pour la question. D'abord, je dirais ceci. Si on veut acheter un restaurant, il faut quand même savoir faire cuire une omelette. Parce que le jour où ton cuisinier ne sera pas là, tu ne sais même pas comment casser les œufs pour faire cuire une omelette, tu tires les rideaux. Et on avait fait le débat la fois dernière. Je vois que notre ami de l'UDPS est allé chercher un cuisinier pour tenir son restaurant. Mais
mon confrère qui est à côté, il a parlé de la démocratie. Monsieur Babou. Est-ce que... On va rester sur la question du troisième mandat. Pourquoi c'est une question tabou chez vous? Non, parce que je voudrais, comment dirais-je, élaguer ce que le compatriote vient de dire. Monsieur Yanda? Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de la démocratie, la République démocratique du Congo. Oui. Est-ce que ces pays-là, depuis son accession à l'indépendance, la RDC a été démocratique? Non. D'accord, ok. Mais non, par rapport à la question du troisième mandat. Par rapport à la question, oui. On parle de la démocratie pendant que celui qui est venu aux affaires, Félix Tshisekedi, n'a pas été élu démocratiquement. On ne va plus refaire l'élection présidentielle de 2019. C'est terminé. C'est pour cela. C'est fini. Laissez-moi venir là où j'y vais. Hein. Et cette constitution, oui. Félix, quand il a été nommé par Kabila, il avait prêté son serment avec cette constitution. Oui. OK? Alors, maintenant, puisque le peuple avait conçu cette constitution, oui, par la suite d'un référendum, et maintenant, Félix veut faire du forcing. Tshisekedi, on va pas appeler le président par son prénom. Hein. Oui, Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi. Voilà. C'est une institution, le président de la République. Absolument. On n'a pas le choix. Okay? Mais non, c'est effectivement. Maintenant, il voudrait faire du forcing pour briguer à son troisième mandat. Mais la Constitution dit que 2 mandats, pas plus. Mais si effectivement, pourquoi ça doit être une question taboue? Si effectivement les Congolais dans leur majorité décident qu'ils fassent un troisième mandat, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, le pays est divisé. Le pays est divisé. Le pays est divisé. On ne peut pas aller aux élections. Ce n'est pas faux. Il faut que le pays soit réunifié. Pour que le pays soit réunifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dialoguer. Il faut appeler le fils et fille du pays autour d'une table. D'accord. C'est très clair. Faire un dialogue et apaisé. Brice, la situation est à la fois simple et complexe. L'article 220 de la Constitution, vous connaissez cette disposition de la Constitution congolaise, on est clair qu'on ne peut pas la modifier. Non. Il faut une nouvelle Constitution. Éventuellement. Mais expliquez-nous, c'est vrai que la personne la mieux indiquée pour nous expliquer, c'est le président Félix Tshisekedi lui-même, mais comme on ne peut pas lui poser la question, essayez d'interpréter ce qu'il a voulu dire en disant, si changement de constitution il doit y avoir, ça doit se faire par référendum. Mais à l'occasion de la même conférence de presse, il dit, si la guerre continue, en 2020, il n'y aura pas élection. Alors qu'un référendum, c'est aussi une élection. Comment on se situe par rapport à ça, à cette contradiction? Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que... alors, ce serait quand même extraordinaire que j'entre dans la tête du président Félix Tshisekedi, mais essayons d'imaginer un peu ce qui se passe dans sa tête. Parce que, à la vérité, on ne peut pas procéder à la révision de la Constitution sur le nombre des mandats. Okay. Voilà, puisque l'article 70 de la Constitution prévoit qu'il n'y a que 2 mandats. Après 2 mandats, il n'y en a plus. Et l'article 220, comme vous l'aviez évoqué, exclut du champ des révisions la possibilité de réviser la disposition sur le nombre de mandats. Donc, sur ce point, la Constitution a déjà posé le problème, a déjà résolu le problème. Il faut une nouvelle Constitution. Donc, le président Félix Tshisekedi a prêté serment sur la Constitution et c'est lui, il est le premier garant de la Constitution. Donc, il ne peut pas aller contre cette disposition de la Constitution. En revanche, quand il dit que si le peuple congolais veut qu'il reste et qu'il peut rester, alors, moi, si j'étais son conseiller, je dirais qu'il doit plutôt faire appel à un référendum, puisque, comme ça a été évoqué, l'article 5 de la Constitution reconnaît que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et le peuple l'exerce comment? L'exerce par référendum et par élection au suffrage universel. Donc, il peut donc faire appel au peuple via un référendum pour éventuellement changer la Constitution. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'une Constitution, on ne la change pas par caprice. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quand on est un homme d'État, je dis bien un homme d'État, on ne change pas une constitution simplement parce qu'on veut s'y représenter et pour son propre intérêt. Vous voyez? Parce que une constitution, on la change quand il y a des raisons objectives liées au fonctionnement des institutions, liées à l'évolution
sociologiques au sein du pays qui exigent qu'on change la constitution. Mais on ne change pas une constitution au profit d'une personne. Au profit d'une personne, fût-elle un chef d'État. Vous voyez? Parce qu'en France, je prends un exemple concret, en France, quand le général de Gaulle a voulu changer la constitution de la 4e vers la 5e, ce n'était pas pour un nouveau mandat. C'est vrai. C'était parce que la 4e République, il y avait ce qu'on appelait le régime des partis politiques. C'est ça. Donc il y avait tellement de changements de majorité au sein de l'Assemblée, ce qui rendait l'exécutif instable, donc impropre à gouverner. Et puis il y avait la crise de la décolonisation. Tous ces éléments objectifs ont voulu que le président de Gaulle puisse changer la constitution pour passer de la 4e vers la 5e, vers un système institutionnel plus stable. Vous voyez? Donc quand on est un homme d'État, on ne change pas une constitution pour ses intérêts personnels. On change une constitution pour répondre à des problèmes objectifs qui se posent au fonctionnement des institutions. Donc moi, je suis plutôt perplexe parce que je pense, pour répondre à votre question, sur le principe, est-ce qu'on peut changer de constitution? Oui, on peut. Mais on change la constitution pour des raisons objectives. Effectivement, puisque vous évoquez le cas du général de Gaulle, on se souvient de ça fameuse fois, le président de la République doit être déçu des partis politiques. Hein, et le discours de Maître Nzamba est totalement clair et nous pose deux réalités sur la table. La première question, c'est pourquoi on change? Pourquoi va-t-on changer une constitution? On ne change pas une constitution au profit d'une personne, mais il faut qu'il y ait des raisons objectives, dit le maître. La volonté générale, il faut que ça impacte, du moins, il faut que ce soit vraiment une demande sociologique, politique, institutionnelle. Pour résoudre un problème institutionnel. Pour résoudre un problème institutionnel, pas pour qu'une personne profite d'un autre mandat. Et le deuxième élément, c'est la question de l'organisation pratique d'un référendum. Au moment où on est en train de faire cette émission, est-ce que vous pourrez nous expliquer comment le président entend résoudre cette contradiction qui consiste à dire il y aura une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution sera adoptée par référendum? En même temps, et s'il y a la guerre en 2028, je ne ferai pas d'élection. Quand on sait que les deux réalités traduisent donc qu'on appelle le peuple, qu'on appelle l'appel du peuple aux urnes. D'abord, je commence par le premier compartiment de la question. Oui. Autour de la nécessité du changement de la Constitution. Oui. C'est en cela que je suis d'accord avec Maître parce qu'il a rendu le débat beaucoup plus intéressant, un débat de contenu au-delà du débat de la forme. Au-delà du débat de la forme. Il a dit qu'il faut qu'il y ait de choses importantes pour que la Constitution soit changée. Je suis d'accord. Je vous donne un cas le plus patent. Dans notre Constitution du 18 février 2006, on reconnaît au président de la République son statut des présidents de la République, justiciable devant la Cour constitutionnelle qui est son juge pénal. Mais en même temps, la même Constitution donne au président de la République la latitude de choisir 3 membres qui composent la Cour constitutionnelle et de l'autre côté, vous avez les parlements qui choisissent les 3 autres en raison de 2 venant de l'Assemblée nationale du Sénat. Il n'y a pas de haute cour de justice chez vous? Non, mais c'est juste pour vous dire que selon le vœu du constituant de 2006, d'après ces raisonnements que je suis en train d'évoquer tout à l'heure, on fait en réalité du président un juge et partie. Parce que c'est lui qui choisit le membre qui doivent le juger, alors qu'en même temps, le même président est justiciable devant la même cour. D'où une matière bien qu'intangible, mais qui nécessite quand même un changement autour de la question. Sauf si j'ai mal compris, les juges constitutionnels congolais, comme les juges constitutionnels dans les autres pays du continent, jugent de la constitutionnalité, enfin, de la conformité à la constitution des actes du président de la République. Non, s'il vous plaît. Je suis constitutionnaliste de profession et de recherche. La question des actes de conformité des actes... Mais oui, la Cour constitutionnelle ne juge pas les gens. Ici, je parle... Mais la Cour constitutionnelle juge le président de la République sur les questions pénales. Il est le juge du président de la République. Quelle disposition de la Constitution du Congo dit ça? Est-ce que je peux faciliter? Non, attendez, il faut qu'on clarifie cette question. C'est très intéressant. Le débat deviendra intéressant s'il est technique.
Ah, le mais sauf débat que ne deviendra le intéressant rendons pas trop si il est abordé par des gens qui... Mais effectivement... Le président congolais est pénalement responsable devant la cour constitutionnelle. Bien sûr que oui. Attendez, je vais même vous citer la disposition qui parle. Je pense que c'est l'article 160... Oui, mais en fait, si je peux me permettre... Oui, s'il vous plaît, maître. Voilà, je pense que c'est excusez-moi, monsieur Manix, je pense que c'est un faux débat. Je dis ça pourquoi? Parce que, à supposer que votre préoccupation soit... Validons cette hypothèse, soit fondée, oui. Il suffit d'une révision constitutionnelle pour régler ces problèmes. Voilà. Ce problème peut être réglé par une révision constitutionnelle. Pas besoin de changer la Constitution. On n'a pas besoin de changer la Constitution pour ça. C'est pas faux. Non, mais pourquoi vous allez pour une modalité de nomination des juges constitutionnels, vous n'allez pas changer une constitution pour ça. Vous faites une révision constitutionnelle et le problème est réglé. Vous savez pourquoi j'ai évoqué ces cas? Parce que le pouvoir judiciaire est l'une de matières scellée par l'article 200. Non, pas du tout, monsieur Manix. C'est l'indépendance. Il faut être précis avec le mot, vous êtes juriste. C'est-à-dire que c'est l'indépendance de la justice qui est une matière qui ne peut pas être révisée. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai. C'est de ça que je parle. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ça veut dire on réserve l'apanage exclusif au pouvoir judiciaire de prendre ses décisions. Oui. Et non des interférences venant des autres organes qui ne dépendent pas du pouvoir judiciaire. Non, mais... Et ici, non mais s'il vous plaît, allez-y rapidement, sinon je n'aurai pas un fil d'idées pour argumenter ce que allez-y rapidement. Je vous ai dit, le président de la République provient de l'exécutif national. On est bien d'accord? Oui, il est le chef de même président de la République, je l'ai dit, désigne comme dans tous les pays. Comme dans tous les pays. Oui. Africains. Non, mais on le laisse poursuivre. Allez-y, oui. Vous savez, les contextes congolais, tout à l'heure, avant même ces débats-là, on était en train de réfléchir sur comment on peut contextualiser les réalités africaines par rapport à nos problèmes. Oui. Vous savez qu'ici en France, vous vivez en France, les organisations des élections sont tenues par les ministères de l'Intérieur. Mais ce n'est pas le cas en RDC. Pourquoi? Parce qu'on a tenu compte de la psychologie politique de l'homme politique congolais. Si les élections sont tenues par un ministre de l'Intérieur dûment nommé par le président de la République, je ne pense pas que M. Fayoulou de la Mouka croirait à la crédibilité de ces élections. Juste pour vous dire quoi? On peut adopter une constitution. On peut confectionner une constitution à la taille, non seulement de Congolais que nous sommes, mais aussi à la mentalité et aux réalités sociales. Monsieur Yenda, la question de base à laquelle nous voulions répondre, c'est pourquoi changer de constitution? Quelles sont les raisons objectives qui motivent aujourd'hui un changement de constitution en RDC? Tout à l'heure, j'étais en train de vous évoquer une des raisons. Oui, mais on vous a dit ce que vous évoquez là, on n'a pas besoin de changer de constitution. Et j'évoque une deuxième raison. S'il vous plaît, oui. Sur le pluralisme politique. Oui, s'il vous plaît. Sur le pluralisme politique. Une de matière scellée par l'article 220 de la Constitution. Oui. Regardez le paysage politique congolais. Oui. Avec ces multipartismes irrationnels qui ne se fondent pas sur l'idéologie politique. Vous prenez un parti comme l'SID, un parti de social-démocratie, le PPRD, et je dirais même l'UDPS. Maintenant la question, sur quoi l'SID, l'UDPS et le PPRD s'opposent? Ils s'opposent à quoi? Ils s'opposent soit autour du nom Félix Tshisekedi, sans qu'il y ait des paradigmes liés à la question de l'idéologie. Oui, mais ça pose prendre une loi pour régler ça. Non, mais c'est une matière intangible. D'accord, mais ça pose aujourd'hui quel problème institutionnel? En fait, vous dénaturez les articles de la Constitution, monsieur Manix. Vous dénaturez. Parce que l'article 220 rend intangible l'indépendance de la justice et la circonstance que le président de la République ait le droit de nommer 3 membres de la Cour constitutionnelle ne porte pas atteinte à l'indépendance sur le principe de la justice, puisqu'il y a d'autres autorités qui nomment aussi les juges. Je vous ai laissé prospérer, s'il vous plaît. Non, mais apparemment, la parole était mienne. Non, mais le problème, c'est que... Non, laissons mettre finir. Voilà, ça veut dire que déjà, sur ce point-là, on n'a pas besoin, parce que le problème de l'indépendance ne se pose pas par la seule circonstance que le chef d'État désigne 3
de tous les membres qui doivent être désignés. Voilà, ça c'est subjectif. Votre raisonnement, il n'est pas objectif, il est subjectif. Parce que vous partez du principe que les juges les 3 juges vont imposer leur volonté aux autres. C'est pas possible. Mais vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect des dysfonctionnements des institutions. Je vous donne Je vous donne juste un aspect. Quel aspect? Rapidement. Au fait, la Cour est composée de 9 membres. Oui. 3 choisis par le président de la République. 3 de l'Assemblée nationale et 3 de la société civile. Encore que le Parlement est ça, c'est un autre débat. De la majorité. Oui, d'accord, oui. Or, les décisions prises au niveau de la Cour constitutionnelle sont prises par le principe, en raison du principe de la majorité au niveau de la Cour. C'est-à-dire, déjà, le président de la République a ses 3 juges désignés par lui, avec les 3 autres juges choisis par sa majorité au Parlement. Si nous appliquons la logique de l'arithmétique politique simple, ça veut dire qu'il y aura 6 juges. Ce que vous êtes en train de dire, alors qu'une situation profite au président, vous êtes en train de dire que c'est en fonction d'une situation qui lui profite qu'il veut changer la Constitution. Mais moi, je voudrais revenir sur le plan du pluralisme politique. Voilà, c'est-à-dire que le pluralisme politique, on peut prendre une loi électorale, une loi qui organise la vie des partis politiques, et dans cette loi-là, on peut mettre des dispositions de nature à faire évoluer les mentalités. Non, toute loi organique qui organise les élections sont de lois frappées par un contrôle de conformité à la Constitution. Je propose. Ce sont des démembrements de la Constitution. Oui, mais c'est pour que le pluralisme soit respecté. Je propose qu'on marque une courte pause. Vous aurez la parole pour répondre par rapport aux différents éléments évoqués. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.